Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 Arnold dans lequel je te parle d'un jeu qui a maintenant déjà plus d'un an, c'est rare que je fais ça. C'est un jeu qui s'appelle Expédition, c'est un peu la suite thématique et non pas spirituelle ou mécanique de Side parce que c'est dans le même univers, fait que c'est de Stonemaier Games, c'est designé je pense par Jamie Stegmaier lui-même. Et il y a une ou deux choses qui vont rappeler Scythe, mais mécaniquement c'est extrêmement différent. Fait qu'il faut pas que tu t'attendes à un jeu comme Scythe, mais c'est dans le même univers, fait que tu as le même graphisme. Tu as un peu le même système pour marquer des points puis déterminer la fin de la partie. Qu'est-ce que c'est? Grosso modo, c'est un engine building principalement. Fait que tu vas te promener sur une map en activant les différents pouvoirs ou les différentes aptitudes qui sont imprimées sur les tuiles où tu vas te promener. Tu vas essayer de t'acheter des cartes et tu vas essayer d'activer tes cartes dans un maximum d'optimisation pour justement optimiser leurs effets, aller chercher un maximum de points puis atteindre des objectifs spécifiques. C'est un jeu qui se joue de 2 à 5 joueurs et en plus il y a un mode solo avec un automa comme dans tous les Stonemaier Games. Donc voilà, il y a une extension qui existe, soit dit en passant, qui est corruption hivernale ou mécanique corrompue, je sais pas trop. Fait que je vais en parler un petit peu à la fin du vidéo. Fait que comme d'habitude, je t'explique comment on installe le jeu, comment on y joue, et je reviens à la fin te dire ce que j'en ai pensé. Si on commence par la mise en place individuelle, première chose que les joueurs vont avoir à faire, c'est de se choisir un plateau de jeu personnel. Et sur ce plateau-là, dans le fond, il va y avoir un dessin qui va représenter le mech qu'on va choisir. Dans le jeu de base, les plateaux, c'est des tuiles de carton ordinaire à une épaisseur. Avec l'extension, on te fournit des tuiles à double épaisseur pour que tu puisses remplacer tes tuiles de base. Disons qu'on prend celui-ci, on va se choisir une couleur de joueur. On va aller placer une base sur la figurine qui est représentée sur notre plateau personnel. On va aller se chercher 4 étoiles de notre couleur, un cube d'activation qu'on va placer sur le cercle renouvelé pour commencer la partie, un jeton de puissance, un jeton, si je ne me trompe pas, c'est de la ruse, fait qu'on a 2 pistes de ressources, et on va aller choisir notre leader. Les leaders, c'est toujours des séries de 2 cartes, fait qu'on peut soit brasser tous les leaders en tant que tel, puis mettre la deuxième carte de côté, puis jouer au hasard. On y va comme on veut, d'une façon ou d'une autre, une fois qu'on a choisi notre leader. Par exemple, si je prends Matthew, il y a un chiffre romain en haut à droite, on va aller prendre l'animal qui a le même chiffre romain, ça va être notre compagnon, et ça va être nos cartes de départ qu'on va aller placer à la gauche de notre plateau de jeu. C'est important tout de suite de différencier la zone de nos cartes qui sont considérées comme étant en main, qui sont les zones à gauche de notre plateau, et on va avoir nos cartes actives qu'on va les placer à droite du plateau pendant qu'on joue. Le jeton lui-même, le meeple, la figurine elle-même va commencer proche du plateau de jeu, on va s'en servir dès notre premier tour de jeu. Pour la mise en place générale, on va avoir cette grande tuile-là qui est le campement de base, qui est cette forme-ci. À côté de ce campement-là, on va aller placer donc les miniatures de chacun des joueurs et on va construire le plateau. Le plateau lui-même va être divisé en 3 types de tuiles. Il y a un premier tuile de tuiles qui sont les tuiles qu'on va placer au sud, donc dans le bas du plateau, qui sont identifiées par un S. Cette série de tuiles-là, on les brasse, ensuite on les place au hasard en suivant exactement le format que vous voyez ici et en les révélant au fur et à mesure qu'on les place. On commence avec 6 tuiles révélées. Ensuite, on va avoir une série de tuiles centrales avec un C imprimé dessus, comme ça ici. Celles-ci, comme on le voit, on va les brasser, on va les placer au hasard également, mais on va les placer face cachée. Sur chacune de ces tuiles-là, on va les placer un jeton, comme ça ici, qui est un jeton d'exploration, je pense. On va faire la même chose avec les tuiles du nord, fait qu'on a encore une autre série de 7 tuiles qu'on brasse. On va les placer comme ça, exactement dans cette configuration-là. Et on va les placer également des jetons. Si on est plus sûr de se rappeler de la configuration, on l'a sur notre tuile campement. On fait tout simplement suivre cette disposition-là. Quand c'est fait, on va voir que ça crée 5 zones avec des trous qui ne seront pas des zones de jeu. Ça va être des zones où on va aller placer les cartes. Fait qu'on a un gros paquet de cartes comme ça, duquel on en ajoute un petit peu en plus, auquel on en ajoute un petit peu si on a l'extension. On fait tout simplement révéler des cartes de ce paquet-là
pour remplir chacun des espaces. Fait qu'on va avoir 5 cartes comme ça. Proche du paquet, on va se laisser une zone pour faire une défausse, qu'on appelle sensuellement dans les livres d'instruction le tas. Et on va avoir des ressources de base. Fait qu'il va y avoir de l'argent, des meeples de différentes couleurs, d'autres jetons campement si on en a besoin. On va également avoir des jetons de corruption qu'on va les placer dans ce sac-ci. On les brasse sans les regarder. Et on va avoir différents jetons de différentes couleurs à l'intérieur. On va avoir cette espèce de turquoise et de l'orange là, qui correspond aux deux ressources qu'on a sur notre plateau personnel. Il y a un seul jeton de corruption qu'on ne place pas dans le sac. C'est celui-ci, c'est le jeton à 20 qu'on va placer plus tard dans le courant de la partie. Quand tout ça c'est fait, on va donner des cartes d'aide de jeu à chacun des joueurs. Chacun des joueurs va avoir 2 cartes recto-verso qui vont rappeler différents concepts du jeu. Et on est prêt à commencer la partie. D'abord, quel est l'objectif du jeu de expédition? Ça va être d'aller placer principalement ces petits jetons étoilés-là, qui sont les jetons objectifs, les jetons gloire, je pense qu'ils appellent dans le jeu. Et on va aller les placer, on va aller tenter d'accomplir différentes choses pour aller placer ces 10 jetons. Par exemple, si on va chercher ce jeton-là qu'on a mis de côté en début de partie, on en a un, on va avoir un certain nombre de cartes, il va y avoir des cartes de construction, de forge ou de quête, on a un certain nombre d'ouvriers ou de jetons de campement, etc. Quand on réussit à faire l'un de ces objectifs-là, il y a une action qu'on doit prendre pour valider notre objectif, et quand c'est fait, on va aller placer une étoile dessus. Évidemment, en même temps, les autres joueurs vont faire la même chose et vont essayer d'aller placer eux aussi des jetons d'objectifs dans différentes cases. Les cases ne se bloquent pas, comme moi je l'avais vu ici, absolument aucune chance. Il n'y a rien qui m'empêche d'aller placer un jeton objectif qui a déjà été accompli par un autre joueur. Et quand un joueur réussit à placer son 4e jeton, c'est ça qui va mettre fin à la partie. À ce moment-là, on va faire un décompte de points. Dans ce jeu-là, les points, c'est bien facile. C'est l'argent. Il y a différentes choses qui vont valoir différents points en fin de partie, tels que rappelé ici. Et donc, celui qui va avoir le plus d'argent à la fin de la partie, il va l'emporter. Comme toujours, on commence avec la structure d'un tour de jeu. Comment ça fonctionne dans ce jeu-là? Il va y avoir 2 petites variantes au tour de jeu selon les actions qu'on va avoir décidé de prendre au tour précédent. Je m'explique. Notre jeton au début d'un tour de jeu, il peut être grosso modo à 3 places. Il peut être là, en début de partie. Ensuite, il peut être à cet endroit-là, ou il peut être sur l'une des 3 cases qui est en haut. Ça, c'est mon jeton d'activation. À mon tour de jeu, s'il est dans cet endroit-là en début de partie, ce que je vais faire, c'est que comme première action, je vais aller placer mon jeton ici. Et pour mon tour de jeu, ça va me donner accès aux 3 actions du jeu. Je vais pouvoir faire les 3. Déplacer, jouer et récolter. On reviendra évidemment en détail sur ces 3 actions-là. Mon adversaire joue, ça revient à moi. Si je commence mon tour de jeu et mon cube est ici, ce que je dois faire, c'est justement suivre l'une des 3 lignes rouges. Par exemple, je pourrais aller placer mon cube ici, ce qui indique que ce tour-là, je vais faire déplacer et récolter. Et à partir de ce moment-là, c'est toujours ça que je vais faire. Je vais déplacer mon cube sur l'une des 3 cases. Par exemple, le tour d'après, je vais le déplacer ici, ce qui veut dire que je vais faire jouer et déplacer. Le tour d'après, je pourrais le déplacer là, fait que je vais faire jouer et récolter. Le tour d'après, je reviens ici. Jouer et déplacer, le tour d'après, je m'en vais là, déplacer, récolter, ainsi de suite. On va toujours déplacer son cube et on va faire les actions qui sont visibles. Donc, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de choisir quelle action on va faire, on choisit quelle action on ne fera pas dans ce tour-là. Fait qu'on va toujours faire 2 actions, sauf après qu'on ait renouvelé, où là, on va faire les 3. Ce qui m'amène à ma 3e possibilité. Je peux décider de faire, à la place de déplacer mon cube, de faire l'action renouveler. Si je fais l'action renouveler, je vais placer mon cube sur la zone renouvelée. Et toutes les cartes qui vont être à droite vont revenir dans ma zone, dans ma main à gauche, parce qu'au fur et à mesure, on le verra, au fur et à mesure qu'on va jouer des cartes, on va déplacer des cartes de la zone dans ma main à la zone active, qui est à droite dans mon plateau. Fait que je pourrais décider de faire une action renouvelée. Ça ramène toutes les cartes dans la zone de gauche à mon plateau de jeu. Si j'avais des meeples sur les cartes, ça les ramène dans ma réserve, fait que ça libère toutes mes cartes, mais je fais rien d'autre ce tour-là. Je vais juste libérer toutes mes cartes, je récupère toutes mes cartes, je récupère toutes mes meeples. Le tour d'après, exactement comme le tour suivant, comme le premier tour du jeu, dis-je, quand tous mes adversaires vont avoir joué, ça revient à moi, ce que je fais, je m'en vais là, je vais faire les 3 actions, fait que ça me donne une action de plus, étant donné que j'ai fait un renouvelé le tour précédent. Tous mes adversaires vont jouer, puis quand ça revient à moi, on recommence le processus. Je vais alterner comme ça en déplaçant mon cube et en faisant les 2 actions qui sont découvertes. Éventuellement, je vais pouvoir faire une action renouvelée, je récupère toutes mes cartes, je remets à ma gauche, le tour d'après, je m'en vais là, je fais les 3 actions, puis à partir du tour suivant, je recommence la petite valse
de cubes. Je vais maintenant expliquer les 3 actions en tant que telles, qu'est-ce qu'on fait, comment elles fonctionnent, puis je vais faire 1 ou 2 exemples de tour de jeu pour clarifier le tout. Si on active une action de déplacement, ça va donner par défaut 3 déplacements à notre mec. En début de partie, le mec est considéré comme étant sur le campement, donc sur cette grosse tuile-là qui est adjacente à ces 3 tuiles-là. Fait que son premier point de déplacement pour aller là, là ou là. Et à partir du moment qu'il sort du campement, on n'y reviendra jamais. On va passer le reste de la partie à se promener sur les différentes tuiles. Fait que le déplacement, quelles sont les règles de déplacement? Elles sont relativement simples. On peut se déplacer de 3. On peut tout à fait traverser les cases où il y a des mecs adverses. Je pourrais faire 1, 2, 3, puis me rendre là comme ça ici. Et le déplacement est interrompu si on arrive sur une tuile qui est encore inexplorée. Fait que je pourrais faire 1, 2, 3. Je pourrais faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je pourrais faire juste 1. Je suis évidemment pas obligé de faire mon déplacement au complet. Donc, on passe par-dessus les mecs, il n'y a pas de problème, on ne peut pas arrêter sur les mecs, on ne peut pas arrêter son déplacement sur les mecs, dis-je, et on arrête son déplacement si on va sur une zone qui est encore inexplorée. Que se passe-t-il quand on arrive sur une zone inexplorée? Disons que j'étais ici au début de mon tour de jeu, je décide de faire un déplacement parce que quand j'ai déplacé mon cube, je n'ai pas caché l'action déplacement. Ben, je vais faire 1, 2, j'arrête ici. Le jeton de campement comme ça ici, on va le récupérer, et ensuite la tuile, on va la tourner. La plupart des tuiles, et quand je dis la plupart, je veux dire toutes les tuiles qu'on va explorer, vont avoir une valeur de corruption, qui est le petit chiffre juste ici, 5 et plus, et on va avoir placé des jetons de corruption pour couvrir l'action de droite qui est sur la tuile. De la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on va aller dans le sac et on va piger des jetons jusqu'à temps qu'on atteigne la valeur qui est demandée. Dans ce cas-ci, c'est 5 et plus. Je pige un jeton orange 3. Je vais le mettre là. Je vais donc continuer jusqu'à temps que j'atteigne une valeur totale de 5 ou plus. J'ai pigé un 5, donc 3 plus 5, ça fait 8. J'ai atteint la valeur qui est demandée. Si j'avais pigé un 1, par exemple, ben, j'aurais continué. Puis je pense qu'il n'y en a pas dans le sac. Il me semble que ça part à 2 ou à 3. Mais on va continuer comme ça à piger des jetons jusqu'à temps que les valeurs soient atteintes. Les tuiles centrales, c'est pas mal toutes 5. Les tuiles du haut, les tuiles plus bleutées, les valeurs sont un petit peu plus hautes. Et ça couvre pas mal ce qu'il y a à savoir pour l'action de déplacement. La deuxième action que je vais expliquer est l'action de récolter. Donc l'action de récolter qui est juste ici, je vais l'expliquer avant de jouer, puis ça va être plus simple de comprendre l'action jouée par la suite. Donc, l'action de récolter, quand on fait cette action-là, c'est-à-dire qu'on va activer la tuile sur laquelle on se trouve, que ce soit avant ou après notre déplacement. Là, quand on a plusieurs actions, on les fait dans l'ordre qu'on veut. Et fait qu'on va activer la tuile sur laquelle se trouve notre mec. Fait qu'après ça, c'est juste de se rappeler, de comprendre ce que font les diverses icônes. Et à l'arrière du livre de règles, on a un rappel des icônes principales, des principaux icônes du jeu, ainsi que sur nos petites cartes de mémoire, on va également avoir ce rappel-là. Fait qu'ici, par exemple, on va avoir un pouvoir qui me permet d'activer à la place le pouvoir d'une tuile adjacente. Fait que si j'active celui-là, ça me permet d'utiliser celui-là ou celui-là. Ici, ça va me permettre de piger 2 cartes de la pioche principale, fait que de ce gros paquet de cartes-là. J'en garde une des 2 dans ma main et je défausse l'autre dans une défausse commune. Ici, ça me permet plutôt de piger une carte de la pioche que j'ajoute à ma main, et ça me permet de guérir une carte. Guérir une carte, ça veut dire que si j'ai une carte qui a été jouée précédemment, qui est ici, par exemple, qu'elle ait sur elle un meeple ou non, ben, si je fais l'action de soin, ça me permet de récupérer le meeple et de renvoyer la carte dans ma main, donc dans la zone qui est à gauche de mon plateau personnel. Les 2 tuiles ici font la même chose, me permettent d'aller chercher des meeples en choisissant la couleur. Fait que si on a une barre appliquée, on doit faire un choix, fait que bleu ou jaune, vert ou rouge. Les tuiles avec des cartes jaunes indiquent qu'on va aller chercher des tuiles dans les espaces centraux, fait que dans les 5 espaces centraux. Si la carte jaune a une petite flèche à l'intérieur, une petite étoile à l'intérieur, ça indique qu'elle doit être adjacente à cette tuile-là. Donc, si j'active cette tuile-là, ça me permet de récupérer une de ces 2 cartes-là. Mais si j'active la tuile qui est ici, comme il n'y a pas le symbole, ça me permet d'aller chercher n'importe quelle carte sur le plateau. Fait que si, par exemple, j'avais commencé ici, j'avais fait un déplacement de 3, 1, 2, 3, et j'active la tuile qui est là parce que j'ai fait une action de récolte, mais je pourrais dire, tiens, je vais aller chercher cette carte-là, je vais l'ajouter à ma main, et on va tout de suite remplir de la pige avec une autre
carte. Dans les autres actions qu'on va découvrir au fur et à mesure que le jeu y avance, il y a l'action de balayage qui est juste ici, le balai qui permet de défausser des cartes, autant de cartes qu'on veut dans les 5 cartes qui sont visibles et de les remplacer par d'autres. Et il y a l'action de réinitialisation qui est exactement la même action de renouveler qu'on peut faire sur son plateau principal. C'est juste qu'on la fait en déclenchant la tuile plutôt que de la faire en l'activant sur son plateau personnel. Fait que l'action renouvelée, je rappelle que c'est toutes les cartes qui sont à droite de son plateau de jeu, on les ramène à gauche. Et si on avait des meeples dessus, on récupère tous les meeples. Fait que ça permet de faire une action de renouveler sans prendre le tour en tant que tel pour faire son action de renouveler. Les deux autres types d'actions qu'on va avoir, c'est l'action de forge et l'action de construction. L'action de forge, c'est une petite flèche mauve comme ça vers le haut, comme on voit juste ici. Fait qu'on voit que sur cette tuile-là, on va la débloquer après avoir enlevé les deux cubes, les deux carrés orange dessus. Et l'action de construction, c'est une wrench comme ça, une petite clé qu'on va avoir comme ça ici, qui va pouvoir permettre de construire des objets. Commençons par l'action fondre. Fondre, je rappelle que c'est l'action qu'on va déclencher si on active ce symbole-là sur l'une des tuiles du plateau. Pour pouvoir faire cette action-là, ça nous prend une carte météorite qu'on reconnaît avec le petit icône de météorite en haut à droite. Fait que je dois avoir précédemment acquis une carte météorite. Quand je fais l'action de fondre, je dois prendre une carte météorite. Elle peut être dans ma main. Je rappelle que ma main, c'est la zone qui est en la gauche du plateau. Ou elle peut être dans ma zone active. Fait que je l'ai joué précédemment pour l'activer. Elle est à droite de mon plateau. Peu importe, je la prends où. Si je fonds une carte, je vais la tourner de 90 degrés et je vais la glisser sous mon plateau de jeu pour ne révéler que le texte de la carte. On voit que je peux avoir un maximum de 4 cartes fondues pendant la partie. Au moment où je fais fondre cette carte-là, je vais gagner le bonus. Par exemple, si on dirait gagne 1$ par carte active max 3, je ne gagnerais rien parce que je n'ai plus de carte active. Mais si j'avais attendu un peu et j'avais joué avant ces deux cartes-là et ensuite j'avais fait fondre cette carte-là, au moment où je la joue, je vais gagner 2$. Et plus tard dans la partie, si je fais fondre d'autres cartes, je vais regagner le même bonus de toutes mes cartes précédemment placées ainsi. Fait que si plus tard je gagne cette carte-là, je décide de la faire fondre aussi, je vais la glisser en dessous de la même façon pour venir voir que le petit texte qui est révélé. On voit à quel point je suis dextre. Je vais redéclencher ce bonus-là précédemment, donc je regagne 2$ et je vais regagner le petit bonus qui est juste ici aussi. Fait que je vais gagner 1$ pour chaque carte d'un certain type que je contrôle, encore une fois, avec un maximum de 3$. Contrôler, ça peut être ici. Contrôler, ça peut être de l'autre côté. Ensuite, l'autre action qui me reste à expliquer, c'est l'action d'amélioration, qui est l'action de construire un objet qu'on va avoir gagné précédemment. Les objets, on les reconnaît avec cette petite engrenage-là qui est sur la carte. Et comme les météorites, comme les cartes qu'on peut faire fondre, quand on veut construire un objet, on va prendre une carte, qu'elle soit dans sa main ou dans sa zone active, puis on va aller la glisser sous le plateau. Et je ne l'ai pas expliqué pour la météorite, mais c'est le même principe. Si on choisit une carte qui est active sur laquelle il y a un meeple, on va récupérer le meeple et ensuite on va se contenter de glisser le reste de la carte. On va glisser la carte pour couvrir l'icône de meeple de la carte et l'icône en haut à gauche de la carte. On va ne laisser que le texte d'actif. Ces objets-là vont me rapporter des bonus généralement passifs qui vont maintenant être actifs le reste de la partie. Alors que cette carte-là, le bonus aurait été actif seulement si j'avais eu un meeple, on va y revenir. Et quand je fais une action de renouvellement, cette carte-là revient dans ma zone de cartes en main, donc le bonus actif cesse de faire effet. Si je glisse comme ça ici en construisant un objet, je vais récupérer le meeple et le bonus est actif le reste de la partie. À noter que j'aurais tout à fait pu laisser ça comme ça et à la place décider de construire lui. Même principe, même s'il n'y a pas son meeple dessus, à partir de maintenant, son pouvoir est actif jusqu'à la fin de la partie. Comme les météorites, les objets ont une limite de 4 pour la partie. Fait qu'une fois que j'ai construit 4 objets, que j'ai glissé 4 cartes objets sur mon plateau, je ne peux plus en glisser. Dernière action de récolte qu'on peut faire, on peut évidemment récolter des ressources. Fait que si par exemple, si je choisis ça, c'est 2 ruses, une force, puis il y en a d'autres variantes un peu partout autour du plateau. Il ne me reste finalement qu'à expliquer la tuile de fanfaronnade, qui est cette icône-là ici, l'icône d'étoile. C'est l'un des icônes principaux du jeu, c'est celui-là qui va me permettre de placer des étoiles. Comment fonctionne donc la tuile fanfaronnade? Si on atteint l'un des objectifs du jeu qui est demandé, par exemple,
Ici, on voit toutes les restrictions, fait qu'accomplir 4 quêtes, faire fondre 4 météorites, avoir 4 objets, aller récupérer le jeton 20, avoir 7 jetons de corruption, avoir 8 cartes actives ou dans sa main en même temps, avoir 7 meeples ou 5 jetons d'exploration. Ben, si on atteint un de la gang, par exemple, on voit ici que j'ai 4 objets. Si je vais faire l'action fanfaronnade, donc je fais un déplacement, je m'en vais, par exemple, disons que je commence mon tour ici, je fais 1, 2, 3, je termine mon tour là, je décide de faire une action de récolte, j'active la tuile. Comme j'ai atteint l'objectif des 4 objets, ben, ça me permet de placer mon étoile. Fait que c'est important de comprendre que les étoiles ne se placent pas automatiquement, même si on atteint tous les objectifs. Il faut aller prendre l'action pour placer son étoile, qui est une action de fanfaronnade. Ce qui veut dire que je ne perdrai pas le prérequis. Je ne perdrai pas l'étoile si je perds les prérequis. Par exemple, si j'ai 8 cartes, mais ensuite j'en forge 2 puis j'en construis 2, je baisse donc à 4 cartes. Mais si j'ai déjà placé l'étoile, il n'y a pas de problème, je la garde. Même chose pour mes meeples, si j'en perds de façon permanente ou si j'en dépense pour différents trucs. Une fois que l'étoile est placée, on ne peut pas la perdre, mais il faut prendre le temps d'aller placer l'étoile. Ce qui m'amène à la dernière action du jeu, qui est l'action de jouer. Fait que disons, si au prochain tour, j'étais placé comme ça, je décide de déplacer le cube ici, ça me permet donc de récolter et de jouer. Je suis présentement sur une zone qui a des ressources, par exemple, fait qu'on va aller récolter les ressources de la zone. Et ça me permet de jouer. Jouer, c'est le cœur du jeu, c'est de jouer avec ces cartes. Ça permet de jouer des cartes. Je l'ai dit, je l'ai redit plusieurs fois, on va le clarifier là, ma main de carte n'est pas techniquement dans ma main. Elle est posée sur la table à la gauche de mon plateau. Fait que ça ici, c'est ma main de carte. C'est des cartes que j'ai achetées précédemment, que j'ai gagnées, mais que je n'ai pas encore jouées. Les cartes jouées, je vais les placer à la droite de mon plateau, en excluant évidemment ici j'ai mes 4 cartes objets, ici j'ai mes 2 cartes météorites, et c'est tout à fait possible éventuellement que j'ai des cartes quêtes que je vais les placer dans le haut. On va en parler dans quelques instants. Quand on joue une carte, disons par exemple que c'est à mon tour de jeu, je décide de faire l'action jouer, mais on va choisir une carte, disons que je choisis celle-ci, on va la jouer, donc je la mets à la droite de mon plateau de jeu. Premièrement, on va gagner la ressource de la carte, fait que le petit cerveau ici indique que je gagne 1 point de ruse, et ce bonus-là peut être augmenté selon le type de carte qu'on joue. Par exemple, si j'avais joué cette carte-là ici, on voit qu'à la place de gagner 1 de ruse, je vais gagner 1 de puissance. Et ensuite, je vais regarder j'ai combien d'étoiles de placer sur la tuile campement. Dans l'exemple que je viens de faire, je viens juste d'en placer une, j'en ai donc une. Ce qui veut dire qu'en plus de ma puissance, je gagne 1 de ruse. Si j'avais eu 2 étoiles, j'aurais gagné 2 de puissance puis 1 de ruse en jouant ma carte personnage Matthew. Même principe ici. Les météorites, elles, vont avoir des effets qui vont s'améliorer en fonction du nombre de météorites précédemment fondus. Fait que si je joue cette carte-là, ça me permet de gagner 1 de puissance. Et comme on voit que j'ai au moins un météorite qui a précédemment été fondu, c'est ça le prérequis, ben ça me permet de gagner 1 de puissance supplémentaire. En plus de ça, au moment où je joue une carte, je reviens à mon exemple initial. Donc, au moment où je joue cette carte-là, je gagnais donc 1 de ruse. Là, je l'ai gagné. Je peux, si je le veux, jouer le meeple qui est demandé sur la carte pour activer le pouvoir secondaire de la carte. Malheur, présentement, je n'ai pas de meeple bleu. Donc, je ne pourrais pas activer le bonus secondaire de la carte. Si je voulais jouer par exemple cette carte-là, mais je pourrais placer le meeple rouge sur la carte pour activer le bonus du bas. Et là, il y a un paquet de bonus potentiels qui peuvent être débloqués. Par exemple, cette carte-ci m'indique que je peux gagner 1 de puissance supplémentaire et je pourrais également combattre ou je pourrais simplement combattre sans gagner la puissance supplémentaire. On va revenir sur le combat, qu'est-ce que c'est. Lui, par exemple, il va me dire si je place un meeple bleu, ben, je peux gagner un cerveau de plus, donc un ruse de plus, ou améliorer. Fait que ça, c'est l'action de construire un objet. Fait que si j'avais un objet présentement ici, je pourrais le construire. Puis là, comme je suis déjà à ma limite de 4 objets, ben lui, son pouvoir secondaire, il va juste me permettre d'aller chercher une ruse de plus. Le loup, il va me permettre de me déplacer de façon d'un déplacement supplémentaire, ou il va me permettre encore une fois de faire l'action combat. Le leader, de façon générale, il va me permettre de gagner des ouvriers. Fait que je peux gagner un ouvrier jaune avec lui. Fait que je pourrais aller placer un meeple vert pour gagner un meeple jaune. Quand on gagne les meeples, on les place tout simplement sur sa réserve principale. Puis on essaie de faire, puis on va le garder pour plus tard. Ou je peux résoudre une quête. Ce qui nous amène aux 2 nouvelles actions que les cartes amènent, combattre
et résoudre des quêtes. Fait que si je déclenche un effet de combat, ça va être écrit sur la carte si je dois combattre sur ma tuile, sur une tuile adjacente, des trucs comme ça. Dans ce cas-ci, disons que j'ai déclenché l'effet du loup qui me permet de combattre. Fait que j'ai joué la carte loup, j'ai mis un meeple jaune dessus, donc ça me donne la capacité de combattre. Ce qui veut dire que je place cette carte-là à la droite de mon plateau de jeu. Quand on combat, ben, on va regarder la tuile sur laquelle se trouve notre mec et la couleur des jetons de corruption indique la ressource qu'on doit dépenser pour les enlever, tout simplement. Fait que dans mon cas, et c'est une information publique, fait que je regarde si c'est un 4, puis je le sais qu'en dessous c'est un 3. Et quand on combat, on peut combattre pour autant de jetons qu'on veut, qu'on est capable de payer. Fait que dans mon cas, si je suis comme ça, je pourrais dire, ben, je paye 4, puis ensuite je paye 3, fait que je dépense toute ma ruse, mais j'ai réussi à combattre l'entièreté de la corruption. Ces jetons-là, je les garde sur mon plateau personnel, fait que je vais les gagner, ils vont valoir des points de victoire à la fin de la partie. Et si on libère l'action de la case sur laquelle on se trouve, on peut la faire automatiquement, gratuitement, on peut la faire en addition à ce qu'on est en train de faire. Donc dans ce cas-ci, si j'ai atteint l'un des objectifs qui est indiqué ici, disons que je viens de ramasser mon 6e et mon 7e jeton de corruption, mais je pourrais aller placer une étoile là gratuitement parce que je gagne gratuitement l'action fanfaronnée. Donc, la seule différence entre les couleurs de jetons, c'est le type de ressources que je dois dépenser pour enlever le jeton. Dans ce cas-ci, il faudrait que je paie 3 ressources de puissance, suivi de 3 ressources de ruse pour pouvoir vider la case. Si j'ai juste la puissance, mais pas de la ruse, je peux tout à fait payer 3 de puissance, gagner ce jeton-là, laisser l'autre jeton pour plus tard, puis un autre joueur ou moi-même, ils reviendront pour l'enlever. Les cartes quêtes, elles, ce sont les cartes qui ont un petit cœur d'imprimé dessus, comme ça, juste ici. Les cartes quêtes vont avoir 2 informations dessus. Fait qu'il y a le lieu où je dois me trouver pour résoudre la quête, c'est le chiffre. Fait que si on se demandait à quoi servaient les chiffres en haut à droite des tuiles, elles servent pour les quêtes. Et il y a quelque chose que j'ai à payer pour pouvoir accomplir cette quête-là. Disons par exemple que dans ma zone de jeu, je suis comme ça ici, fait que j'ai donc 2 cartes encore dans ma main, j'ai 3 cartes qui ont été activées précédemment, dont la carte quête 13. Je fais une action de déplacement et une action pour jouer. Je fais donc mon déplacement pour me rendre juste ici. Et pour mon action jouer, je vais jouer mon leader qui a gagné une ressource ou résolu une quête. Fait que donc, je dois placer un meeple vert dessus. Je le mets dans ma zone de cartes activée et ça me permet de résoudre cette quête-là. Je dois donc payer 2 de puissance, fait que je baisse mon marqueur de puissance de 2. Ça me permet de gagner une carte de mon choix adjacente à l'endroit où se trouve mon mec, fait que c'est le même compte qu'on avait vu précédemment sur les tuiles. Disons, tiens, que je veux cette carte-là. Je l'ajoute à la gauche de mon plateau dans mes nouvelles cartes, et cette carte quête-là est maintenant résolue. Et quand une carte quête est résolue, on va la glisser sur le haut de son plateau de façon à avoir juste le haut de la carte. Fait qu'on va avoir nos cartes quête en haut, nos cartes objets à droite, nos cartes météorites à gauche. Comme les autres cartes objets et météorites, il y a une limite de 4. Fait que si jamais on en fait une deuxième, on va s'arranger pour voir juste les cœurs qui dépassent. Et on peut se rendre comme ça jusqu'à 4. Fait que donc, si on fait une action de résoudre, on doit se rendre sur le lieu qui est indiqué, payer les ressources qui sont là en faisant l'action de résoudre, puis ça va nous permettre d'aller la placer dans le haut de son plateau. Ça va faire nos quêtes résolues. Donc, si je fais un rapide résumé d'un tour de jeu de la façon dont ça fonctionne, d'une série de tours de jeu, puis là, on va regarder juste le plateau personnel, je n'irai pas sur le plateau principal, on se rappelle les icônes. À mon tour de jeu, je déplace mon cube et je prends les 2 actions que je n'ai pas cachées. Fait que donc, je déplace pour décider qu'est-ce que je cache. Dans ce cas-ci, je peux me déplacer jusqu'à 3 et ensuite, je récolte. Je gagne donc l'un des bonus de la tuile sur laquelle je me trouve. Fait que peut-être que ça va me faire piger des cartes du paquet. Quand on gagne des nouvelles cartes, on les rajoute à sa main, qui est à gauche de son plateau de jeu. Peut-être que ça va me permettre d'aller placer des météorites, de faire fondre un météorite que je vais placer en dessous de ma zone. Peut-être que ça va me permettre de placer un objet que je vais mettre à droite, gagner des ressources. Ça va peut-être me permettre de faire une réinitialisation, de balayer les cartes. Ça peut me permettre de soigner l'une de mes cartes, ainsi de suite. Disons que ça me permet de soigner une de mes cartes et que précédemment j'étais organisé ici. J'avais joué ça, ben ça me permet de soigner elle, donc je la ramène mon meeple, je la ramène de mon côté, c'est ça le soin. Et le tour d'après, les autres joueurs jouent, quand ça revient à moi, ben peut-être que je m'en vais comme ci, fait que cette fois-ci je vais déplacer et je vais jouer une carte, je vais jouer elle, disons, donc je vais gagner la ressource qui est en haut, une de puissance, comme j'ai un météorite, je gagne également le bonus, je peux jouer un meeple rouge dessus pour déclencher son effet du bas.
Ça revient à moi. Cette fois-ci, je vais décider que je vais récolter la tuile sur laquelle je me trouve et je vais jouer une autre carte. Disons que je joue elle. Je gagne encore la ressource qui est dans le haut. Il n'y a pas de bonus supplémentaire, mais je peux jouer un meeple pour jouer l'effet du bas. Tous les autres joueurs s'en vont. Je veux jouer une autre carte. Cette fois-ci, je vais faire déplacer et jouer. Je vais jouer, tiens, cette carte-là. J'ai pas de meeple bleu, fait que je peux pas gagner l'effet du bas. Mais par contre, je gagne un Dreuse. Tous les autres joueurs viennent à moi. Je suis un peu bloqué. Je décide que j'ai fait l'action renouveler. Fait que ce tour-là, je saute mon tour. Mais ça me permet de récupérer toutes mes cartes et de les renvoyer à la gauche de mon plateau. Les autres joueurs jouent, ça revient à moi, je m'en vais là, je fais les 3 actions, fait que je déplace mon mec, je joue encore une carte que je peux augmenter d'un meeple si je le veux, et je récolte la tuile sur laquelle je me trouve. Les autres joueurs jouent, ça revient à moi, mais là je m'en vais ici, puis là je recommence le manège de choisir juste 2 cartes. Fait que dans ce cas-ci, je pourrais peut-être jouer celle-là, je mets un meeple jaune, je décide de combattre, fait que je vais dépenser des ressources qui me permettent d'aller chercher des jetons sur le plateau de jeu, ainsi de suite. Et on continue comme ça jusqu'à temps qu'un joueur place son 4e jeton. Fait que je précise, avoir 4 cartes quêtes, 4 météorites, 4 objets, réussir à aller chercher ce jeton-là. Quand on va le placer, il y a une des tuiles que ça va être écrit un 20, on va aller placer ça. Pour le battre, il faut donner 10 de chaque couleur. Il faut donc remplir ces 2 pistes et de gagner. Il y a un objectif spécifique à ça. Avoir 7 jetons de corruption. Jetons de corruption, peu importe leur couleur. Avoir 8 cartes actives. Je précise, très important, 8 cartes actives. On compte ce qui est à gauche et à droite de son plateau. Dans ce cas-ci, j'ai 5 cartes actives. Les cartes objets, météorites, objets et quêtes ne comptent pas comme cartes actives. Les autres affaires qu'on va avoir ici, on a un choix entre 2, fait qu'avoir 7 meeples différents ou avoir 5 jetons. Je pense que c'est plein, le nom finalement. Je vais avoir changé toute la vidéo, mais je pense que c'est des jetons pleins, ou avoir 7 jetons pleins. Dès qu'un joueur place sa 4e étoile, on déclenche la fin de la partie. Tous les joueurs, incluant celui qui a placé sa 4e étoile, jouent un dernier tour de jeu. Donc le dernier tour de la partie est joué par celui qui a placé sa 4e étoile. Et on fait le décompte final des points. Pour le décompte final des points, c'est assez simple, c'est tout résumé juste ici. Fait qu'on va prendre l'argent qu'on a fait pendant la partie, fait que les sous qu'on a présentement en réserve, ce sont tous des points de victoire. Fait qu'on a des 10, des 20, etc. Fait qu'on additionne ça. Ensuite, on va aller regarder nos jetons de gloire. Fait que nos 4 étoiles, on va regarder, on a réussi combien de quêtes dans la partie. Fait que j'ai combien de cœurs qui paraissent au-dessus de mon plateau. Si j'en ai aucun, chacune de mes étoiles vaut 5. Si j'en ai un, chacune de mes étoiles vaut 6. Puis ça monte comme ça. Disons que moi, dans mon cas, dans l'exemple que j'ai fait, j'ai deux cœurs. Donc, chacune de mes étoiles vaut 8. Fait que j'aurai 32 points pour mes étoiles. Ici, on va avoir nos cartes objets. On aura peut-être remarqué pendant la vidéo que les cartes objets, c'est les seules cartes à avoir des points en bas à droite. Ce sont des points qui vont compter si ces objets-là ont été améliorés. Donc, s'ils sont glissés en dessous de mon plateau. S'ils sont juste dans ma zone de ma main ou dans ma zone active, ils ne valent rien. Dans ce cas-ci, j'aurais 3, 7, 11, 12, 13. J'aurais 13 points de plus. Finalement, on va aller regarder le nombre de jetons corrompus qu'on a. Chaque jeton corrompu va valoir 2 points. Dans mon exemple, j'en ai 5. Je vais donc avoir 10 points de plus. Si jamais il y a une égalité, c'est celui qui a fait le plus de points avec ses étoiles qui l'emporte. Donc voilà, c'était les explications pour le jeu Expédition de Stonemaier Games. D'abord pour les composantes. Les composantes, je vais être en 2 temps. J'aime beaucoup toutes les composantes de base. Là, fait que évidemment, les mecs sont super beaux comme c'était le cas dans Scythe. Le style graphique du jeu est extraordinaire. Le visuel de ce jeu-là est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très solide. Les tuiles, ça marche bien. La qualité des cartes est quand même très bonne. C'est des cartes d'un type de qualité que j'aime bien. Avec, encore une fois, design graphique très solide. L'iconographie, super bien. Aucun problème là-dessus. Le seul petit problème que je trouve, c'est qu'ils ont voulu améliorer les tuiles dans l'extension. Fait que dans le jeu de base, ce sont des tuiles plates. Dans l'extension, ce sont des tuiles à double couche pour que tes jetons tiennent bien en place. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de warp. Fait qu'il y a une espèce de... En tout cas, dans mon cas, dans la version que j'ai, il y a une grosse courbature quand même assez prononcée, là, de niveau Adventure Tactique. Sur les tuiles. C'est pas la fin du monde, parce que tes jetons tiennent dedans pareil, étant donné la double épaisseur du plateau. Mais bon, pour le reste, composante solide, livre d'instruction, il est pas super naturel.
Il est correct, pas super naturel. Par contre, le jeu lui-même dans sa mécanique il est pas super naturel. Fait que je pense que ça vient un peu avec la bébite qu'est ce jeu, parce que je le trouve particulier dans sa mécanique. Mais il répond quand même à toutes les questions. Fait que tu te retrouves quand même assez bien. Puis il est pas très long, là, comme tu l'as vu, c'est pas un jeu extrêmement compliqué. Au niveau des règles et de sa mécanique, fait que Expédition, j'allais l'appeler site, c'est drôle. Expédition, c'est un jeu qui me laissait dubitatif après mes 2 premières parties et que j'ai commencé à aimer de plus en plus par la suite et que finalement j'aime beaucoup au point de l'avoir nommé comme étant mon jeu Euro de l'année 2023. Fait que c'est un jeu que finalement j'aime énormément. Je l'aime énormément parce qu'il te laisse beaucoup de latitude sur la façon dont tu vas vouloir avancer ta partie. C'est sûr qu'il y a des choses que tu vas être obligé de faire un petit peu, genre les quêtes. Tu vas en faire au moins 1 ou 2 pour que tes étoiles valent un certain nombre de points à la fin de la partie. Mais sinon, tu veux construire des objets, tu veux fondre des météorites, tu veux juste avoir un paquet de jetons de corruption, fait qu'être capable de générer beaucoup de ressources puis de dépenser pour combattre tous les jetons qui est un peu partout. Tu vas aller chercher le jeton de 20 de corruption qui vaut lui aussi 2 points de victoire à la fin de la partie, soit dit en passant, malgré sa difficulté à aller chercher. Le jeu te laisse beaucoup de latitude. Tu as une certaine part de hasard dans ce qu'on va appeler le luck of the draw, fait que les cartes qui vont sortir, est-ce que ça va bien marcher dans ton engin ou non. Mais en même temps, tu as toujours 5 cartes disponibles. Tu as des actions qui te permettent de balayer ça puis d'en rajouter des nouvelles et tu peux toujours aller piger à l'aveugle directement dans le deck. Fait que tu as quand même pas mal de façons de mitiger le hasard des cartes qui vont sortir pour que ça marche dans ta stratégie ou non. Puis c'est un peu ça que j'apprécie du jeu. Le fait que tu dois justement t'adapter. Tu regardes les cartes qui sont sur le plateau, tu dis si je vais chercher elle, je mets ça, si je l'active avec tel pouvoir puis tel meeple, ça va me permettre. Pour pouvoir l'activer, ça va me prendre un meeple rouge. Où est-ce que je peux aller chercher un meeple rouge? C'est un peu loin, y a-t-il un autre endroit où je peux aller à tel endroit, ainsi de suite. Fait que c'est un jeu que j'aime beaucoup, la planification que tu dois faire, la façon dont tu vas interagir avec tes cartes. Je te dis tout de suite, il y en a beaucoup qui ont été mélangés. La plupart des gens avec qui j'ai joué, ils ont été mélangés leurs 2 premières parties avec le système d'action. Fait qu'il y en a qui n'ont pas aimé ça. Moi, ça me dérange pas. Je le trouve super correct. Mais il y en a qui l'ont pas aimé. Fait que je tiens à le souligner. Puis la raison pour laquelle je pense, c'est qu'il fonctionne un peu à l'envers de ce que tu es habitué de voir dans le jeu de société habituellement. C'est-à-dire que au lieu de choisir qu'est-ce que tu vas faire dans ton tour, tu choisis qu'est-ce que tu ne feras pas et tu fais le reste. Donc, tu as 3 choix d'action, déplacer, jouer une carte, récolter. Puis tu vas en bloquer une des 3 tous les tours de jeu. Fait que tu vas bloquer récolter, donc je fais jouer déplacer, je bloque jouer, donc je fais déplacer récolter. Puis là, tu alternes toujours comme ça, tu n'as pas le droit de laisser ton cube à la même place. De temps en temps, tu dois faire un renouvelé pour récupérer toutes tes cartes, renvoyer ça à la gauche de ton plateau, récupérer tous tes meeples. Pour compenser, fait que tu perds un tour, mais pour compenser le tour d'après, tu fais 3 actions, puis ensuite tu recommences à choisir quelle action tu vas faire, quelles 2 actions tu vas faire parmi les 3. Puis l'espèce de mécanique qui vient dans le jeu de bon, je bloque celle-là, je fais les 2 autres, maintenant je bloque celle-là, je fais les 2 autres. Ça en a mélangé beaucoup. Fait que, mais ça semble prendre un temps à s'habituer. Mais moi, j'étais un petit peu dubitatif la première fois que j'ai joué, mais j'ai fini par m'y habituer, puis je l'aime beaucoup. Je tenais quand même à le souligner. Je souligne aussi, dépendamment du type de joueur que tu es, que c'est un jeu qui a très très peu d'interaction entre les joueurs. Tu te promènes, tu fais tes affaires. Fait que ton niveau d'interaction revient à bloquer les cases où tu penses que tes adversaires vont vouloir aller, si jamais c'est une case qui t'intéresse toi-même. Parce que comme tu peux pas terminer ton déplacement sur un autre mec, si je vais sur telle case avant que tu t'y rendes à ton tour, ben, tu vas être obligé de faire d'autres choses. De façon générale, ça bloque pas de temps parce que tu as toujours plusieurs options, surtout en fin de partie quand les tuiles sont pas mal toutes révélées. Tu as tout le temps bien des options. Tu as autant moins 2 endroits, tu peux aller défendre, 2 endroits, tu peux aller faire un objet, etc. Il y a plusieurs cartes qui te permettent d'aller chercher des déplacements supplémentaires là, quand tu les actives ou que tu as transformé en amélioration un objet qui te donne des déplacements supplémentaires. C'est tout à fait possible. Fait que c'est pas un jeu que tu vas tant avoir d'interaction avec les autres joueurs, je peux pas te faire de quoi, je peux pas t'attaquer, de voler des ressources, etc. Fait que c'est d'aller chercher une carte que tu veux avant toi, d'aller sur un lieu où tu veux aller avant que tu te rendes, etc. La fin de partie, là, les 2-3 derniers tours, il peut avoir une certaine course dans le sens où, comme c'est un jeu où tu dois prendre l'action d'aller placer ton pion objectif, c'est pas quelque chose qui se fait automatiquement, c'est une action que tu dois faire dans ton tour. Ben, en fin de partie, des fois, tu as 3-4 objectifs de compléter, mais faut que tu ailles prendre le temps de faire les actions, comme tu dois déplacer ton mec. Si les autres joueurs te bloquent les étoiles, ben là, ça peut être difficile à compléter, mais sache que c'est un jeu à interaction minimum. Donc, si tu aimes les jeux vraiment de type engine building avec du jeu de cartes où tu dois optimiser la façon dont tu vas faire interagir tes cartes entre elles, placer tes meeples, etc., puis que tu vas te bâtir un engin qu'en fin de partie, tu vas avoir vraiment beaucoup d'options devant toi. Si c'est le genre de jeu que tu aimes, tu devrais quand même pas mal aimer ça. Si tu aimes des jeux à interaction maximale où tu vas faire des coups bas dans les jambes des autres, tu vas ralentir les autres, etc.,
c'est peut-être moins un jeu pour toi, fait que ça dépend de ce que tu recherches. Moi, dans le type de jeu que c'est mécaniquement, je l'ai trouvé très intéressant. Au niveau des expansions, il t'ajoute un petit deck de cartes corruption. Tu as une gestion de la corruption qui va être un peu différente. Il te rajoute des nouveaux personnages, des nouveaux mecs. Je précise que chaque mec a un petit pouvoir qui lui est individuel. C'est quand même bien à savoir, fait que ça te donne comme 7 factions parmi lesquelles tu peux aller jouer cette l'extension. Tu en as 5 dans le jeu de base, 2 dans l'extension. Je précise que l'insert aussi était déjà pensé pour l'extension, fait que tu as des endroits dedans pour placer tes nouveaux mecs, tes nouvelles ressources, tes nouvelles cartes, etc. Le mode solo est bien fait aussi, j'ai joué juste une fois, j'ai trouvé intéressant, mais comme tous les modes solo de Stonemaier Games, très procédural dans sa façon de faire, mais je trouve ça quand même bien. Donc voilà, j'espère que ça t'a permis de te faire une idée sur ce qu'était Expédition. Moi, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup et j'espère qu'il va avoir du contenu qui va continuer à se créer. Si on a le même défaut que je trouvais à site initialement, si on peut avoir éventuellement de la variété sur la façon dont on va aller chercher ces jetons objectifs, j'apprécierais encore plus. Mais malgré tout, pour l'instant, après peut-être un 7-8 parties, c'est un jeu que j'aime vraiment énormément, puis duquel je me suis pas tanné, mais ça m'a pris un 2-3 parties m'y faire, parce que sa mécanique d'engine building est pas aussi fluide et naturelle que dans d'autres jeux. On dirait que c'est difficile en début de partie de savoir où se lancer. Une fois qu'on l'a, ça devient fort, fort, fort intéressant à mes yeux, à moi. Fait que sur ça, je vais te souhaiter une excellente fin de journée, en espérant que tu as trouvé ça intéressant. Si ce n'est pas encore fait, je vais t'inviter à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, à venir nous visiter sur Facebook, Instagram et pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité, dis-je. Sur ce, à la prochaine, fais attention à toi et ciao!